We take patient input into account, what they consider clinically meaningful benefit, what they consider acceptable risk. Comme le veut le principe prénom non nocere, pour toute décision thérapeutique, on doit faire en sorte que les bénéfices l'emportent sur les risques. La balance bénéfice-risque, entre guillemets, reste toujours favorable, ça représente très très peu de risques. 0,000000000. We're studying benefit risk evaluation for so long because it's really the heart of what we do. 0,0000001%. Bonjour à tous et bienvenue pour cette formation Quality ISO dédiée à la gestion du rapport bénéfice-risque des dispositifs médicaux. Cette formation sera l'occasion de vous montrer un cadre applicable pour gérer ce rapport bénéfice-risque et également des techniques qui vous permettront d'estimer, d'évaluer et de suivre le bénéfice-risque de vos produits. Ces activités ont plusieurs objectifs. Le plus évident, c'est d'apporter des preuves de conformité de vos produits dans le cadre du marquage CE. Mais cela permet également de donner de la cohérence à vos autres activités et finalement, et c'est le plus important, de proposer aux patients des dispositifs qui ont le rapport bénéfice-risque le plus favorable possible. Au programme de cette formation, tout d'abord un mot sur le contexte réglementaire et normatif autour de la gestion du rapport bénéfice-risque. Ensuite, quelques généralités sur le processus de gestion du BR, puis des techniques sur l'analyse des risques, sur l'analyse des bénéfices pour finalement pouvoir mener une analyse du bénéfice-risque constituée d'une estimation et d'une évaluation de l'acceptabilité. Nous verrons ensuite l'importance des informations fournies aux patients et aux utilisateurs et également des éléments pour alimenter votre surveillance après commercialisation. Et commençons avec un petit point d'histoire. En regardant, il y a déjà 25 ans, la directive 9342 était publiée. C'était le premier texte réglementaire à s'occuper des dispositifs médicaux en Europe. Et elle posait vraiment les bases en matière de gestion des risques, d'évaluation clinique et un petit peu de gestion du rapport bénéfice-risque. Dans les années 90, les choses étaient tournées avec une vision relativement industrielle. La conformité d'un fabricant était démontrée en s'appuyant sur un système de management de la qualité inspiré de l'ISO 9001 et renforcé avec des exigences du contexte. Les choses par la suite se sont affinées, notamment sur la gestion des risques. Les dispositifs médicaux sont associés à des risques et c'est la norme ISO 14971 qui va vous expliquer comment les gérer. Les dispositifs médicaux, ce sont également des bénéfices. Et là, vous aurez recours au guide MedDev 2.7/1, actuellement en révision 4, pour mener à bien vos évaluations cliniques. Le règlement européen reprend tous ces éléments en les complétant, également en insistant énormément sur les activités de surveillance après commercialisation et sur tout ce qui est clinique, évaluation clinique, investigation clinique et suivi clinique. Un point commun que vous retrouverez dans les trois derniers textes, à savoir le règlement, la norme sur la gestion des risques et le MEDEV sur l'évaluation clinique, ce point commun concerne l'évaluation du rapport bénéfice-risque. Je vous propose de regarder comment il est traité dans ces trois textes. En 2017, 745 est énormément tourné vers la gestion du rapport bénéfice-risque. C'est quelque chose que l'on retrouve pour la gestion des risques. En effet, un risque sera acceptable si il est inférieur aux bénéfices qui sont proposés aux patients. La gestion du bénéfice-risque, vous la retrouverez dans tout ce qui est clinique. On a besoin de données cliniques traitées dans l'évaluation clinique pour prouver le caractère acceptable du bénéfice-risque. L'investigation clinique sera mise en œuvre si elle propose un rapport bénéfice-risque favorable pour les patients. Et enfin, le suivi clinique après commercialisation permet de prolonger l'évaluation clinique pour confirmer le caractère acceptable du rapport bénéfice-risque.
La gestion du bénéfice-risque est également présente dans vos activités plus quotidiennes, dans conception et développement. Dès que vous voulez modifier un dispositif, il faut réfléchir à l'impact sur le bénéfice-risque avant de mettre en œuvre une modification. Finalement, on retrouve le bénéfice-risque dans vos activités de surveillance. C'est vraiment le but de la surveillance après commercialisation d'actualiser les données que vous avez pour justifier un bénéfice-risque favorable. Et toutes les conclusions de ces activités seront retranscrites dans votre rapport de surveillance ou dans votre PSUR si vous êtes en classe de A, de B ou 3. Le MedDev abordait déjà le bénéfice-risque. C'est un guide sur l'évaluation clinique, donc il avait une vision très tournée sur les bénéfices. Les bénéfices et les risques doivent être spécifiés, doivent être décrits, on doit expliquer l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque. Et précision importante, les bénéfices doivent être caractérisés, ils doivent être quantifiés en termes de probabilité, de nature, de durée, d'intensité, etc. Tout ça pour mener à bien une évaluation de l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque. Alors on constate que ce sont des grands objectifs qui sont fixés par le MedDev, mais malheureusement, ils ne vous donnent pas de moyens de mettre en œuvre toutes ces exigences. Côté ISO 14971, qui est la norme dédiée à la gestion des risques, là aussi, les bénéfices et le rapport bénéfice-risque sont évoqués et encore plus dans la prochaine révision. Là, ce sont des extraits de la 14971 telle qu'elle sera publiée fin 2019, début 2020. On retrouve la notion de bénéfice, elle a été introduite parce que le contexte réglementaire évolue vers la gestion du rapport bénéfice-risque, donc même une norme qui vous parle des risques doit vous parler des bénéfices. Ensuite, l'analyse du rapport bénéfice-risque est timidement évoquée, mais on retrouve encore des incohérences par rapport à la réglementation européenne, où la 14971 vous demande d'évaluer le rapport bénéfice-risque quand vous coincez, quand vous n'arrivez plus à maîtriser les risques, que le risque n'est pas acceptable, n'est plus acceptable par maîtrise, et qu'il faut passer par une évaluation du BR pour justifier son acceptabilité. Ce n'est pas tout à fait la philosophie du règlement qui a une approche beaucoup plus systématique de l'évaluation du bénéfice-risque, nous le verrons tout à l'heure. Le guide ISO 24971 associé à la 24971 développe encore une fois très timidement l'analyse du bénéfice-risque en vous demandant d'estimer les bénéfices, de définir des critères pour l'analyse du bénéfice-risque, de comparer les bénéfices et les risques, mais sans vous donner beaucoup plus de moyens de répondre à ces objectifs. On le voit au niveau de l'exemple qui a été choisi. Malheureusement, ce n'est pas un exemple d'analyse du rapport bénéfice-risque, c'est un exemple de conclusion sur le rapport bénéfice-risque. Et je ne vous cache pas que c'est à peu près à l'image de ce qu'on retrouve en ce moment dans vos dossiers techniques, à savoir le paragraphe gestion du bénéfice-risque, c'est uniquement une conclusion qui vous dit je sous-signé certifie que les risques sont super maîtrisés, que les bénéfices sont super sympas et que le rapport de bénéfice-risque est favorable. Pour information, la norme ISO 14155 sur les investigations cliniques évoque également la gestion du rapport bénéfice-risque, mais malheureusement, elle vous renvoie à la 14971 qui, on l'a vu, n'est pas suffisante pour mettre en place toutes les activités nécessaires pour la gestion du rapport bénéfice-risque. Ça, c'était le contexte européen actuel sur les dispositifs médicaux. On peut aller un petit peu plus loin. En Europe, le CHIR a publié une guidance sur la gestion du rapport bénéfice-risque des dispositifs qui contiennent des substances dangereuses. Ce guide est assez général et a des notions qui peuvent très bien vous inspirer, quel que soit le type et la nature de votre produit. On notera que la FDA est plus en avance que l'Europe sur la gestion du rapport bénéfice-risque. Elle a publié plusieurs guides sur l'évaluation de la balance BR que je vous invite à consulter.
Mais la gestion du rapport bénéfice-risque est nettement plus développée en pharma. Parce qu'en pharma, globalement, les effets secondaires, les dangers sont souvent plus critiques que pour les dispositifs médicaux. Et puis, ce sont des produits qui sont utilisés potentiellement par des millions de personnes, des dizaines ou des centaines de fois par an. Donc, les gens sont très fortement exposés au risque. C'est pas tout à fait le cas du secteur DM, où globalement, le niveau de risque est moindre. Et globalement, les dispositifs sont beaucoup moins utilisés. On a des produits qui ne sont utilisés que par quelques centaines, voire quelques dizaines de patients. Donc la pharma a énormément développé cette science de la gestion du rapport bénéfice-risque. Nous n'avons pas d'intérêt dans le médical à aller aussi loin. Néanmoins, nous pouvons nous inspirer des bonnes pratiques et du retour d'expérience de l'industrie de la pharma. Enfin, d'un point de vue plus général, le monde scientifique s'intéresse beaucoup à la gestion du rapport bénéfice-risque, surtout depuis une dizaine d'années. Et donc vous trouverez des groupes européens dédiés à cette problématique, des groupes scientifiques qui se posent ce genre de questions, mais également des publications ou des livres qui traitent de ce sujet. On ne peut pas évoquer le bénéfice-risque sans parler des récents scandales que nous avons eus dans le secteur. Cela parle très souvent d'implants. Le point d'orgue aura été l'affaire des implant files. Et de toutes ces affaires, on pourra conclure de l'importance capitale de correctement évaluer la balance bénéfice-risque avant mise sur le marché, de correctement communiquer ces informations aux utilisateurs et de correctement suivre l'évolution de cette balance et de la perception de cette balance dans le temps. Tout ceci aura conduit à une norme expérimentale française actuellement en cours de rédaction. Il s'agit de la norme XP S99-223. Alors pour être à l'initiative de cette norme, je ne vous cache pas que cette présentation reprend pas mal d'aspects qui seront développés dans le texte. En ce moment, il est encore à l'étude et il devrait être publié d'ici fin 2019. L'idée de cette norme expérimentale, c'est de vous proposer un cadre et des techniques pour la gestion du rapport bénéfice-risque de vos produits. Notez que c'est une norme expérimentale, donc vraiment l'idée c'est de la mettre sur le terrain, de regarder comment ça se passe et vraisemblablement d'en tirer des conclusions et de la réviser sous quelque chose comme un an. C'est une norme française, donc vous remarquerez qu'il n'y a pas le EN devant, elle ne sera pas harmonisée, donc elle ne sera pas imposable par vos auditeurs. Vraiment, voyez ce texte comme un catalogue de bonnes pratiques, quelque chose pour vous aider dans votre réflexion, mais ce ne sera pas quelque chose d'opposable. Regardons maintenant vos activités. Là, pour résumer, ce sont vos activités de la définition du dispositif jusqu'à sa surveillance, en passant par la gestion des risques, la réalisation du produit à voir dans un sens très large. Vous avez la conception, le développement, le transfert de prod, la production. La partie clinique, c'est tout ce qui est évaluation, investigation clinique. Tout ceci vous permet d'aller jusqu'au marquage CE et une fois le produit sur le marché, vous faites de la surveillance qui éventuellement vous fait partir en vigilance lorsqu'il y a des incidents. Alors tout ça c'est un processus qui tourne, mais c'est composé de sous-processus qui tournent également. La gestion des risques, c'est une boucle sans fin, on identifie les risques, on les analyse, on les maîtrise, on en identifie des nouveaux, etc. etc. L'évaluation clinique est une boucle sans fin. On planifie une évaluation et après commercialisation, on planifiera un suivi. Tout ça, on le met en œuvre, on l'analyse et des conclusions de ces analyses, on repart pour un nouveau tour. Et finalement, c'est le cas pour vos activités de surveillance qui sont encore une fois planifiées, mises en œuvre, analysées, puis on remet une pièce dans la machine en fonction des résultats de l'itération précédente. Le problème, c'est lorsqu'on essaye de positionner la gestion du rapport bénéfice-risque parce que c'est une activité qui est en interaction avec toutes vos autres activités. On a besoin pour la gestion des risques, pour le marquage CE, en surveillance. C'est très dur à positionner.
on a vraiment du mal à savoir par quoi commencer. C'est pourquoi je vous propose d'avoir une vision processus de la gestion du rapport bénéfice-risque qui commence par une première activité de définition du contexte. La définition du contexte se nourrit de la définition de votre projet, mais également des activités issues du terrain que vous allez relever suite à votre surveillance après commercialisation. La gestion du bénéfice-risque, c'est également récupérer des données issues de la gestion des risques, des données issues de vos activités de vérification, de validation, d'évaluation clinique, mais également les données du terrain récupérées via la SAC. Ces données sont analysées pour avoir une conclusion sur l'acceptabilité de la balance bénéfice-risque. Cette conclusion est utilisée pour accepter les risques, pour accepter des demandes de modification, pour accepter des conditions d'investigation clinique, pour prouver la conformité d'un dispositif dans le cadre du marquage CE, et également pour mettre à jour le rapport bénéfice-risque après un événement de vigilance. Enfin, la gestion du rapport bénéfice-risque va entraîner un suivi au sens large, un suivi qui parle de surveillance. Après analyse de vos données pour le rapport bénéfice-risque, vous aurez identifié des incertitudes, des points critiques qui sont autant de données à suivre après commercialisation. Mais également, les conclusions de la gestion du rapport bénéfice-risque peuvent vous emmener à revoir les conditions d'utilisation, à revoir la définition que vous faites de l'utilisation de votre dispositif. Abordons maintenant l'absolue nécessité de mettre en place une approche par les risques pour définir toutes les activités que vous allez mettre en œuvre pour la gestion du rapport bénéfice-risque. En effet, l'idée, c'est de proportionner votre travail en fonction des risques associés à votre produit et des incertitudes qu'il y a autour. Il est hors de question de déployer tout ce qui est possible pour un dispositif très peu dangereux et qui, en plus, est très bien maîtrisé. Une première technique pour la gestion du rapport bénéfice-risque, c'est de se comparer à d'autres dispositifs. Là, évidemment, en fonction des risques et des incertitudes, on vous demandera d'aller plus ou moins loin dans cette comparaison et plus ou moins loin dans l'identification des dispositifs comparables aux vôtres. Un autre point, c'est le recours à des évaluateurs externes pour vos phases d'identification, d'estimation, d'évaluation des risques, des bénéfices et du rapport bénéfice-risque. En fonction de la complexité du dossier, on peut avoir recours à des personnes externes à l'entreprise, des personnes qui peuvent représenter des professionnels de santé, qui peuvent représenter des institutions, qui peuvent représenter des scientifiques. Vraiment, le champ est très vaste, mais le recours à un évaluateur externe n'est pas systématique et dépendra vraiment de votre contexte. Dans le même ordre d'idée, impliquer les patients lors de vos phases d'analyse et pour conclure sur la balance bénéfice-risque, ce n'est pas quelque chose de systématique, mais en fonction du contexte, cela peut s'avérer absolument nécessaire. De même, là on tombe dans des cas extrêmes, demander l'approbation de l'utilisateur, du patient avant utilisation du produit, c'est-à-dire lui demander qu'il se prononce sur l'aspect favorable de la balance bénéfice-risque, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, c'est une approche que l'on réservera aux cas les plus critiques. Tout comme demander l'opinion des autorités compétentes, des groupes d'experts européens, de tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont vraiment des recours que l'on a pour les cas les plus extrêmes. Il y a d'autres techniques, d'autres points qui sont à mettre en œuvre ou pas en fonction de votre niveau de risque et de votre niveau d'incertitude. Vraiment, gardez en tête que ce processus de gestion du bénéfice-risque dépend du dispositif, du contexte et qu'il n'y a pas une seule manière de faire les choses. À chaque fois, il faut s'adapter à votre contexte. Pour finir avec ces aspects relativement généraux, je voudrais vous parler des données. Vous avez déjà beaucoup d'exigences sur l'enregistrement et la traçabilité des données utilisées dans votre documentation technique.
Je sais que c'est très dur à mettre en œuvre et qu'il y a parfois des trous dans votre documentation. L'idée, c'est d'être intransigeant pour les données majeures, les données entre guillemets clés. Ce sont toutes les données utilisées pour servir de preuve et alimenter votre conclusion sur l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque. Ces données sont issues de vos différentes activités, de définition. Les données associées à la gestion des risques sont les données qui vous permettent de prouver vos estimations. Les données issues de la R&D, principalement les données de vérification et validation. Les données qui sont générées via l'évaluation clinique et finalement les données de surveillance que vous aurez après commercialisation. Il faut vraiment que ces données soient exhaustives, c'est-à-dire qu'elles répondent à toutes les questions. Il faut que la qualité de ces données ait été évaluée et prouvée. C'est quelque chose que l'on fera souvent dans le processus d'évaluation clinique. Et finalement, il faut une traçabilité irréprochable de ces données. Lorsque vous définissez quelque chose dans vos spécifications, on veut retrouver cette définition dans les exigences que vous faites sur le dispositif. On veut retrouver l'analyse des risques liés à chaque exigence. On veut retrouver les preuves de vérification et de validation de l'implémentation de l'exigence, mais également des mesures de maîtrise de risque qu'il y aura certainement autour. On veut garder le lien avec les données cliniques et avec les données de surveillance associées à toutes ces données qui, je vous le rappelle, partent d'une spécification. Voilà, vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est pas de trou dans la raquette et une excellente traçabilité entre votre définition, vos analyses et les constatations que vous faites sur le terrain. Première activité nécessaire pour la gestion du rapport bénéfice-risque, c'est d'identifier le contexte. Le contexte est tout d'abord médical. Le contexte médical, ce sont d'identifier toutes les alternatives à votre dispositif, des alternatives qui peuvent être d'autres dispositifs médicaux ou alors des alternatives médicamenteuses, des actes thérapeutiques, des solutions humaines, etc., etc. Le contexte médical est également identifié en tenant compte des attentes exprimées par les professionnels de santé et des éventuels consensus qu'il y aurait autour de la problématique que vous essayez de résoudre. Ces consensus sont exprimés par les sociétés savantes associées à la spécialité qui vous intéresse. Dernier point dans ce contexte médical, c'est de tenir compte des attentes de ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire des attentes des patients. Le contexte n'est pas que médical, il est évidemment également technique. Donc identifier le contexte technique, c'est d'abord identifier les possibilités. Il faut qu'à l'instant T, vous identifiez ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour arriver à la finalité que vous imaginez pour votre produit. Vous identifiez des possibilités, mais vous identifiez également des limites. Et c'est très important d'identifier les limites techniques parce que cela vous permettra de justifier par la suite de l'arrêt de maîtrise de mesure des risques parce que justement vous aurez atteint les limites techniques que vous aviez identifiées. Dernier point, le contexte technique s'intéresse également à d'autres dispositifs, des dispositifs qui utilisent les mêmes technos que les vôtres, de préférence des dispositifs médicaux, mais également des dispositifs grand public. Ainsi, si vous êtes branché sur le 220, l'idée c'est que vous ne soyez pas plus dangereux que ma machine à laver par exemple. Enfin, pour identifier le contexte, il faut regarder l'historique qu'il y aura eu d'événements de vigilance en rapport avec votre dispositif et également l'avis éventuel des autorités. La vigilance, cela peut concerner d'autres dispositifs de génération précédente. Ça, c'est dans le cas où vous développez une nouvelle version d'un dispositif. Vous aurez déjà tout le passif, tous les événements sur le terrain que vous aurez pu constater sur les générations précédentes et en tenir compte pour votre nouveau produit. Cela concerne les générations précédentes, mais évidemment également des dispositifs qui seraient équivalents aux vôtres, équivalents dans les technos et dans les usages.
Finalement, ce contexte à échelle plus, comment dire, autorité compétente s'intéressera aux avis donc de ces autorités. Typiquement, on a l'ANSM en France qui nous publie régulièrement des avis sur des sujets qui le méritent, des sujets d'actualité. On va parler des implants par exemple. Mais sachez qu'avec EUDAMED, les avis des autorités compétentes européennes seront théoriquement plus facilement identifiables. Et donc, on devrait se retrouver avec une grosse source de données sur EUDAMED pour identifier les contextes autour de tout ce qui est vigilance et autorité et avis des autorités compétentes. L'identifiant de l'opinion patient est quelque chose de fondamental dans la gestion du rapport bénéfice-risque. L'idée, c'est de se faire une idée des points de vue, des opinions, des perceptions des patients pour que ce soit retranscrit, pour que ce soit pris en compte lors de votre évaluation du bénéfice-risque et pour alimenter vos conclusions. L'opinion patient, ce n'est pas singulier, c'est quelque chose au pluriel parce que vous aurez plusieurs types de patients. L'idée est d'avoir une approche par groupe représentatif, tout comme on le ferait pour l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation. Des groupes sont donc identifiés en fonction du sexe, de l'âge, de l'état de santé, de la catégorie socio-professionnelle. Vraiment, il faut créer des groupes en tenant compte du contexte et des groupes qui apportent quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que dans chaque groupe, on soit susceptible d'avoir des opinions, des points de vue, des connaissances différentes. L'opinion du patient sera sondée en matière de perception des risques et de perception des bénéfices pour comprendre comment un patient perçoit la gravité d'un dommage, la probabilité d'atteindre un bénéfice, pour tenir compte de sa vision lors de vos estimations. Ensuite, le patient sera impliqué pour évaluer l'acceptation de la balance bénéfice-risque et finalement pour définir et valider la pertinence des informations fournies au patient destinées à lui forger une opinion en matière de balance bénéfice-risque. Évidemment, ces informations seront amoulinées dans votre processus d'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation selon la 62-366-1. La mesure de la perception des patients des bénéfices et des risques qui sont proposés par vos dispositifs passe par des méthodes assez simples, de lui faire classer différentes situations, de lui faire comparer différentes situations. L'idéal étant d'être en tête-à-tête avec le patient lors d'interviews, sinon vous pouvez avoir recours à des moyens moins directs, des questionnaires, voire en utilisant l'Internet. Faire classer différentes situations à un patient, c'est d'abord lui proposer différentes choses. Dans cet exemple, on soumet 3 risques différents au patient. Cela peut parler de niveau de risque, d'importance d'un risque, de probabilité. Vraiment, vous sondez son opinion sur un point qui vous intéresse. Et vous allez demander au patient de classer ces risques par ordre de gravité, par exemple. Cela vous fait une idée, c'est répétable. Vous pouvez faire l'expérience sur plusieurs patients, sur plusieurs groupes représentatifs et ensuite conclure sur la perception des risques, une perception relative, une perception qui s'exprime dans un classement. D'autres techniques sont possibles, par exemple procéder par comparaison de paires de phénomènes. L'idée, c'est de procéder comme ça lorsque vous avez beaucoup de choses à faire comparer et qu'il est difficile de demander à une même personne de tout classer. Donc, vous procédez par paire. On va d'abord comparer A et B, puis C et A, et en fonction des conclusions, on saura classer les 3 risques. Sonder l'opinion patient, c'est également lui présenter des situations globales de rapport bénéfice-risque et lui demander de faire un choix parmi plusieurs profils. Ça peut être des profils, une partie représente votre produit, d'autres profils représentent des produits concurrents,
Ou alors, plus en amont, en phase de conception et de développement, les différents profils de bénéfices-risques peuvent correspondre à différentes solutions techniques que vous avez en tête, et l'opinion du patient va vous aider à choisir quel est le profil bénéfice-risque qui serait le plus tolérable pour le patient visé par l'utilisation prévue. Donc vous leur ferez classer différents profils que vous allez leur soumettre, mais le plus important, c'est que durant ces entretiens, surtout s'ils sont faits en vrai, durant ces entretiens, le patient aura l'occasion d'exprimer des avis, d'exprimer ses doutes, ses craintes, et c'est vraiment en discutant avec lui que vous comprendrez mieux la perception des risques et la perception des bénéfices pour finalement tenir compte au mieux de ses opinions pour vos conclusions. Les activités de gestion des risques sont absolument essentielles pour mener à bien une évaluation de la balance bénéfice-risque. Je vous propose ici de revoir les bases autour de la gestion des risques et également de les consolider pour être conformes aux exigences du règlement 2017-745 sur les dispositifs médicaux. Alors par définition, un risque, c'est un danger qui, en cas de situation dangereuse, va conduire à un dommage sur le patient. Que ce soit l'apparition du danger ou l'apparition de la situation dangereuse en cas de danger ou l'apparition du dommage en cas de situation dangereuse, tout ça est porté par des probabilités et cet ensemble de probabilités constitue la probabilité d'avoir un risque. Un risque est également caractérisé par une gravité, c'est en fait l'intensité du dommage sur le patient. Historiquement, l'analyse des risques était faite comme exprimé dans ce logigramme. C'est l'approche de l'ISO 14971 de 2007, avec tout d'abord une identification des risques, une estimation en termes de gravité et de probabilité. De ce couple probabilité-gravité, on estime un niveau de risque et en fonction de ce niveau, on peut dire si le risque est acceptable ou pas. En cas de niveau trop élevé, le fabricant met en œuvre des mesures de maîtrise du risque jusqu'à avoir un risque avec un niveau acceptable. Dans cette philosophie, le rapport bénéfice-risque était utilisé pour les risques qui restaient inacceptables, même après mise en œuvre de toutes les mesures de maîtrise possibles. Dans ce cas, le risque résiduel est comparé aux bénéfices et si le fabricant estime que les bénéfices sont supérieurs au risque, alors il peut mettre le produit sur le marché. Les choses ont évolué tout d'abord avec l'EN 14971 de 2012 qui contenait un avant-propos européen qui expliquait les écarts entre la norme et les exigences européennes, notamment en matière d'évaluation du bénéfice-risque. Et cette approche est entérinée dans le règlement 2017-745. Et tout ça nous conduit à ce logigramme pour les activités d'analyse des risques. Les identifier, les estimer, les maîtriser. Quel que soit le niveau de risque, il faudra essayer de le maîtriser. Faire ces maîtrises autant que possible. On verra tout à l'heure comment se sortir de ce critère. Puis une fois que les risques ont été maîtrisés autant que possible, systématiquement évaluer la balance bénéfice-risque qui, si elle est favorable, permet de mettre le dispositif sur le marché, moyennant une planification des activités de surveillance à mettre en œuvre. Je vous l'ai dit, cette notion d'arrêt des maîtrises peut poser problème. Si l'on regarde dans le règlement, on se rend compte que réduire les risques autant que possible signifie réduire les risques autant que possible, déjà on est bien avancé, sans alterner le rapport bénéfice-risque. Cette phrase pourrait filer une migraine pas possible au meilleur des philosophes. Pour s'en tirer, je vous propose déjà de regarder cette notion de autant que possible. Autant que possible, ça signifie autant que possible dans le contexte actuel. On ne vous demande pas d'aller faire des innovations technologiques pour essayer d'encore plus réduire les risques.
Donc pour justifier que vous avez réduit les risques autant que possible, cela demande de prouver que vous avez tenu compte de toutes les exigences applicables sur votre produit, que vous avez tenu compte des possibilités techniques en matière de possibilités mais également de limites, et finalement que vous avez tenu compte des autres dispositifs, des dispositifs comparables d'un point de vue technologique et des dispositifs qui ont la même finalité. Une fois ce travail fait, vous pouvez garantir que le contexte est clairement défini et donc que vous avez fait votre travail autant que possible. Autre critère pour pouvoir arrêter la mesure de maîtrise des risques, cela revient à s'arrêter quand on commence à altérer le rapport bénéfice-risque. Et en fait, pour altérer le rapport bénéfice-risque, il y a deux moyens, c'est soit diminuer les bénéfices, soit augmenter les risques. Alors ceci étant dit, j'imagine que vous n'y voyez pas plus clair. L'astuce en fait, et on le verra plus tard, c'est de tenir compte que des risques et des bénéfices clés. C'est-à-dire les risques et les bénéfices les plus importants, les risques et les bénéfices qui sont susceptibles justement d'altérer le rapport bénéfice-risque. Parce qu'on le verra plus tard, après avoir fait des estimations du rapport bénéfice-risque, ce n'est qu'une partie de vos risques et de vos bénéfices qui pèsent réellement dans la balance. Tout ça pour dire que c'est eux qui doivent être réduits autant que possible. Et les risques qui sont beaucoup moins significatifs à l'échelle de votre produit, ça ne sert à rien de s'acharner sur leur réduction. Votre balance bénéfice-risque ne bougera pas d'un cheveu. Intéressons-nous maintenant à l'estimation des risques. Un risque, par définition, c'est une probabilité et une gravité. Ce sont donc ces deux aspects qui seront quantifiés pour pouvoir estimer un niveau de risque. Les probabilités, c'est extrêmement dur à estimer. On vous demande de dire si quelque chose est fréquent ou alors très probable. On ne sait pas si on doit raisonner en termes de pourcentage, de rapport. Et puis, c'est assez dur de positionner tout ça. Est-ce que quelque chose qui a une chance sur 100 est rare? Est-ce que quelque chose qui a une chance sur 1000 est complètement écartable? C'est de regarder des vrais exemples dans la vraie vie de ce qui est toléré, des risques qu'il y a dans nos sociétés et qui sont vécus au quotidien. Dans ces exemples, on voit des risques très élevés. Par exemple, un fumeur a une chance sur 2 d'avoir un cancer du poumon. Un Français a une chance sur 5000 de mourir de la grippe tous les ans. Et ensuite, on tombe dans des zones un petit peu plus intéressantes où on voit vraiment des risques associés aux technologies, aux objets qu'on utilise au quotidien. Un risque d'électrocution grave, on est dans la chance sur 15 000. Un risque de mourir électrocuté, c'est plutôt en chance sur centaines de milliers. Et ensuite, on voit que des phénomènes deviennent complètement négligeables, arriver à une chance sur 1 million, à peu près. On voit aussi que la perception des probabilités souffre d'une certaine irrationalité, avec cette crainte du voyage en avion, même si le risque n'est que d'1 sur 10 millions de mourir en avion. Et également, on voit l'impact du côté addictif, du côté drogue. Par exemple, un fumeur a beaucoup de mal à évaluer les risques associés à la cigarette. On peut faire un point sur l'état de l'art et la manière d'estimer les probabilités. Alors dans le secteur du dispositif médical, il faut regarder du côté de la 14971 qui a une approche assez sommaire et qui, dans ses annexes, vous proposera d'estimer de 3 à 5 niveaux de probabilité, classiquement un niveau faible, moyen ou élevé de proba. D'autres secteurs ont des approches plus fines, c'est le cas notamment en pharma où il y a généralement plus de niveaux et une approche quantitative avec de vraies valeurs et une approche par décade, des niveaux évoluant de 1 pour 10, 1 pour 100, 1 pour 1000, etc., etc. Je vous propose une approche qui combine les deux approches, à savoir définir un niveau
sur la base d'une description. Est-ce qu'une probabilité est systématique? Est-ce qu'elle est fréquente? Est-ce qu'elle est très rare? D'associer des valeurs à ces descriptions qui évoluent en décades et un niveau de probabilité. Les niveaux allant de 0 à 5 sont vraisemblablement des niveaux dont vous devrez tenir compte, tandis que les niveaux négatifs, 1 pour 1 million, mais cela peut descendre, 1 pour 10 millions, 1 pour 100 millions, etc., ne seront pas pris en compte dans le cadre de l'évaluation des risques. La gravité également n'est pas facile à estimer. Là, on le sent un petit peu mieux, hein. Une gravité, ça va de rien du tout jusqu'à la mort du patient, mais qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est bénin, qu'est-ce qui est mineur, c'est pas facile à positionner tout ça. Côté état de l'art, les choses sont assez hétérogènes. Dans le monde du dispositif médical, on aime bien avoir des tableaux entre 3 et 5 niveaux de gravité qui vont aller du négligeable jusqu'à la mort. Sachez que dans le monde médical et le monde de la médecine en particulier, il existe énormément d'échelles pour quantifier le dommage, la souffrance, la douleur, l'atteinte à la santé d'un patient, et que ces échelles peuvent être utilisées dans le cas des estimations des dommages associés à vos produits. Je vous propose une approche pour la cotation de la gravité assez symétrique à celle de la cotation des probabilités, avec 5 niveaux principaux. Ensuite, on peut descendre dans des niveaux ici négatifs qui en fait représentent des dommages que l'on peut à peine ressentir. Et donc cette cotation ira assez classiquement de gravité négligeable jusqu'à la mort du patient. Du couple probabilité-gravité, vous devez estimer un niveau de risque. Là aussi, si l'on regarde la littérature, ce sont toujours des tableaux avec des jolies diagonales et des niveaux d'acceptabilité qui diminuent à mesure que la gravité et la probabilité augmentent. Notez que dans cet extrait du guide associé à la 14971, il y a quelque chose qu'il est inconcevable de faire maintenant, c'est de donner une notion d'acceptabilité directement dans le tableau de niveau de risque. Je vous rappelle qu'un risque n'est pas acceptable uniquement en regardant son niveau. Il est acceptable en fonction d'un contexte, en fonction des autres dispositifs et en fonction de la balance bénéfice-risque. Donc surtout, évitez de parler d'acceptabilité dans vos tableaux de niveau de risque. Je vous propose une approche assez systématique et sûrement un petit peu plus fine que celle dont vous avez l'habitude. L'idée, c'est de reprendre l'approche par diagonale que l'on retrouve dans les différentes matrices de niveau de risque, mais d'avoir une approche plus fine où vraiment chaque diagonale porte son propre niveau. Et surtout, encore une fois, ne parlez pas d'acceptabilité. C'est un niveau, là on est sur c'est un instrument de mesure qui permet de mesurer un niveau de risque. Parlez simplement de qualificatif. Est-ce que le risque est faible? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est très élevé? Ou alors est-ce qu'il est maximal? Là, dans ce cas, un risque de niveau 5, c'est à chaque fois qu'on allume votre dispositif, on tue le patient. Cette partie de la présentation est assez particulière puisqu'elle concerne les estimations quantitatives des risques. C'est une démarche personnelle qui est pensée pour vous apporter plus de finesse dans vos estimations et pouvoir arriver à des estimations suffisamment crédibles pour mener des comparaisons, pour pouvoir suivre vos estimations après commercialisation et surtout pour être armé pour pouvoir attaquer l'estimation de la balance bénéfice-risque. Notez qu'il n'y a évidemment aucune obligation à utiliser ces techniques. Néanmoins, cela pourra vous apporter une base pour votre réflexion et élaborer vos propres techniques d'estimation. L'idée de cette approche quantitative, c'est vraiment de sortir de ces tableaux, de ces matrices, pour pouvoir estimer les risques dans un ensemble de points, de manière réellement continue, linéaire, quantitative. Estimer des probabilités de manière quantitative, c'est ce qu'il y a de moins dur. Vous aurez
très souvent des vraies données issues de votre évaluation clinique, issues de votre surveillance, et donc vous pouvez estimer des pourcentages. Ce n'est pas un problème. Notez que dans une approche par niveau, on avait déjà associé des valeurs de probabilité à chaque niveau. Donc même si vous aviez une approche par est-ce que je suis rare, est-ce que je suis fréquent, est-ce que je suis systématique, vous pouvez toujours associer un chiffre à cette approche que je qualifierais de à la louche. Vous avez même une formule magique pour passer de votre niveau à une valeur de probabilité. Côté gravité, c'est un petit peu plus dur à imaginer. On part toujours de notre grille d'estimation par niveau et l'idée c'est d'associer des chiffres. Je vous propose de travailler comme avec les probabilités par des passages de 10 en 10. Cela permet à la fin d'avoir une échelle log-log entre vos probabilités et vos gravités et on verra que c'est très pratique pour la suite des estimations. La gravité se calcule en fonction du niveau. Par exemple, si j'avais estimé de manière assez superficielle que mon dommage était sérieux, je sais que c'était niveau 3 et je peux déduire un chiffre de ce niveau. On verra tout à l'heure que ce sera très utile pour les estimations. La première utilité, c'est que l'on peut passer d'une échelle de 5 ou 6 niveaux à une échelle vraiment continue. On n'est pas obligé de passer directement du niveau de gravité 2 au niveau 3. On a aussi le niveau 2,1, 2,2, 2,3, etc. Et là, ça vous permet d'être beaucoup plus fin dans des situations où des approches qui font des gaps aussi violents que passer de modéré à sérieux ou de critique à mort ne sont pas suffisamment précis pour mener à bien vos analyses. Ceci est un exemple de grille de quantification de la gravité. Encore une fois, c'est un travail personnel. L'idée, ça a été de fusionner plusieurs matrices de gravité qui existent, qui sont issues de l'état de l'art. Donc plusieurs critères pour évaluer une gravité. D'abord vraiment en se basant sur le vocabulaire pour une première approche. On peut aussi se baser sur la douleur ressentie par le patient, sur l'intensité du handicap enduré, sur la durée du dommage, sur l'état de santé ressenti par le patient et également sur les obligations de prise en charge. Par exemple, si un patient doit être hospitalisé pendant 1 an, évidemment, le dommage est beaucoup plus grave que s'il a juste besoin de 3 séances de kiné. Ce tableau se veut le plus absolu possible, le moins relatif possible. Il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir des grilles aussi exhaustives, mais je vous invite à retrouver des critères qui sont vraiment en adéquation avec vos dispositifs et avec les patients qui les utilisent. Ces estimations quantitatives permettent de faire des calculs. Alors, par définition, un risque, c'est une probabilité et une gravité. La valeur du risque, c'est la probabilité fois la gravité. Mais là, cela ne va pas beaucoup vous aider parce qu'avec les chiffres que je vous ai présentés, on se retrouve avec des valeurs qui varient de 5 zéros après la virgule à des centaines de milliers. C'est très très dur à aborder. L'astuce, et j'en finirai bientôt sur les astuces mathématiques, c'est de repasser en linéaire, c'est-à-dire d'appliquer un log à ces deux valeurs. Et là, vous aurez des niveaux de risque qui auront une pleine échelle beaucoup plus réduite et ce sera beaucoup plus facile. En fait, avec ces techniques, vous retombez exactement sur les mêmes niveaux que vous auriez calculés si vous aviez utilisé les matrices. Donc je reprends, on a quantifié les probabilités, les gravités, on a fait un produit qui donne des chiffres pas possibles, on en calcule le log et là on retombe dans notre zone de confort avec des niveaux 5 si je tue le patient à chaque fois, 0 c'est vraiment du niveau anodin, et ensuite tous les niveaux négatifs,
ce sont des niveaux extrêmement faibles. Cette technique a plusieurs avantages. Avoir des chiffres, ça vous permet déjà de clairement comparer deux dispositifs. Ça vous permet également de pouvoir suivre des chiffres et de suivre cette évolution dans le temps. On l'a vu, ça permet de combiner une estimation à la louche où on est vraiment par niveau, par description, avec une estimation quantitative qui utilise des vrais chiffres issus de l'évaluation clinique et du retour d'utilisation. Et enfin, dernier point, cela permet de traiter les risques combinés. Là, on va le voir de suite. Les risques combinés, généralement, c'est là où vous commencez à bloquer dans vos analyses des risques, c'est comment évaluer le niveau d'un risque global. D'un point de vue mathématique, le niveau global, c'est juste la somme des risques. Si l'on considère cette ruse de passer par des échelles logarithmiques, le niveau combiné, c'est le log de la valeur combinée, et là encore une fois on se retrouve dans une plage de valeurs qui varie de -5 à +5 grosso modo, et c'est extrêmement facile à appréhender. J'ai bien conscience que tout ceci est très compliqué et surtout difficile à aborder. C'est pourquoi je vous propose un exemple très simple avec 3 risques A, B et C. Chacun a une probabilité, une gravité et un niveau qui est calculé selon les formules que je vous ai montrées tout à l'heure. Je précise ces valeurs de gravité, 3,5 pour le risque A, on est sur de l'altération grave, 2 pour un risque B, on est dans des faibles douleurs, 4,2 pour un risque C, là c'est vraiment du critique et le patient est hospitalisé sur plusieurs mois. Ces risques sont reportés sur un graphique et là cela permet vraiment d'avoir quelque chose de visuel. Vous avez en abscisse les probabilités, en ordonnée la gravité. On peut également reporter le niveau global du risque. C'est un petit peu la force de cet outil. Juste une précision, c'est une échelle log-log, donc sur toute une diagonale, hein, c'est à l'image du dégradé de couleur que vous avez. Sur chaque diagonale, le niveau est constant. Et ça se voit bien parce que là, on voit bien que le risque A et le risque C ont le même niveau de risque, qui est à 1,2. Autre constatation, la somme des risques donne un niveau de 1,5. C'est normal parce que 2 risques à 1,2, cela ne vous fait pas un risque à 2,4. C'est-à-dire que 2 risques légers ne vous font pas un risque presque grave. La force de cet outil aussi, c'est de constater que là, dans ce cas, c'est uniquement A et C qui font la valeur du niveau de risque. Donc en fait, ce sont eux les risques clés. B peut varier, on peut se tromper sur son estimation, c'est pas ça qui va faire bouger la valeur du risque global et donc de la balance bénéfice-risque. Pour s'en convaincre, dans cet exemple, A est passé à un risque de mort. Du coup, le niveau de risque est complètement porté par A. On voit que C pèse beaucoup moins et que B est absolument négligeable. Du coup, là, au vu de ces valeurs, A est vraiment le risque clé. Néanmoins, on aura du mal à négliger C compte tenu de la gravité qui est associée. Alors, si j'ai insisté sur toutes ces techniques de gestion des risques, c'est pour pouvoir finalement mettre en œuvre une analyse des bénéfices qui sera calquée sur l'analyse des risques. Un bénéfice, c'est un phénomène favorable qui, pour l'utilisation prévue, va apporter une incidence positive au patient. L'incidence positive pouvant être de nature diagnostique, thérapeutique ou alors être liée à la prise en charge du patient. Je précise que le phénomène favorable, c'est vraiment une propriété associée à votre produit, c'est un courant généré, c'est une possibilité de mesure, c'est une possibilité de remplacement d'une fonction. C'est vraiment quelque chose de technique. De cette décomposition, on pourra reprendre les habitudes que l'on a en analyse des risques pour identifier une probabilité d'occurrence d'un bénéfice.
C'est une somme de plusieurs probabilités, plutôt un produit de plusieurs probabilités. La probabilité que votre dispositif marche, c'est-à-dire qu'il donne le phénomène favorable, la probabilité que l'utilisation se passe réellement comme prévu, et finalement la probabilité d'avoir l'incidence positive si le produit marche et qu'il est utilisé comme prévu. Le bénéfice peut également être caractérisé en termes d'importance de l'incidence positive pour le patient, tout comme on évaluait la gravité d'un dommage pour le patient. Concernant les estimations, je vous invite à utiliser les mêmes échelles que celles utilisées pour l'estimation des risques, sachant que pour la probabilité, grosso modo, vous allez toujours vous situer dans le haut de l'échelle, vu que classiquement, des occurrences de bénéfices, on est plutôt entre 90 et 100% de chances d'obtention par patient. Je vous conseille également d'utiliser une même échelle pour estimer l'importance des bénéfices. Et là, la ruse, c'est de se dire que l'importance d'un bénéfice, c'est en fait équivalent à la gravité du phénomène que vous permettez de diagnostiquer, de traiter ou de prendre en charge. Une autre vision, ce serait de se dire que l'importance de mon bénéfice, ce serait la gravité du dommage si on n'avait pas le dispositif médical sous la main. Il y a plusieurs moyens d'évaluer l'importance d'un bénéfice. En raisonnant par comparaison avec la gravité d'un dommage, cela vous permet de faciliter l'estimation du rapport bénéfice-risque. Enfin, les niveaux de bénéfices sont les mêmes que ceux utilisés pour les risques, vu que, encore une fois, les manières d'évaluer la probabilité et l'importance étaient calquées sur la probabilité du risque et la gravité du dommage. Je vous reporte tout ça dans un exemple, et là, c'est le même tableau que pour l'analyse des risques, si ce n'est que vos bénéfices en vert, le plus souvent, seront complètement collés dans le coin haut droit du graphe, puisqu'ils seront très importants et très probables. Nous en arrivons maintenant à l'estimation du rapport bénéfice-risque. Maintenant que vous avez estimé vos risques, maintenant que vous avez estimé vos bénéfices, vous allez pouvoir travailler sur ce rapport bénéfice-risque. Mathématiquement, le rapport bénéfice-risque, c'est le rapport entre le niveau de bénéfice et le niveau de risque. Si l'on reprend la méthode que je vous ai exposée tout à l'heure, on se retrouve avec quelque chose de très simple. Le rapport bénéfice-risque, cela revient juste à faire la différence entre le niveau de bénéfice et le niveau de risque. C'est vraiment l'écart sur le graphique entre le niveau de risque global en rouge et le niveau de bénéfice global en vert. Plus ces deux zones seront espacées et plus le rapport bénéfice-risque sera important. Dans cet exemple, on se retrouve avec une valeur de 1,9, ce qui n'est pas très parlant en première approche. Cela mérite d'être développé. Si l'on ressort du logarithme, en fait, cela revient à dire qu'on a un rapport de 1 pour 10 puissance 1,9, c'est-à-dire on a un rapport de 1 à 80 entre le niveau de risque et le niveau de bénéfice. Cela ne vous parle pas encore parce qu'en fait, il faut avoir fait l'expérience sur plusieurs dispositifs médicaux pour rendre parlant cette valeur du rapport bénéfice-risque. Évidemment, si ce niveau de bénéfice-risque est inférieur à 0, cela veut dire que les bénéfices sont inférieurs au risque et évidemment, le cas est défavorable, il sera très très dur d'accepter vos risques. Si la valeur du bénéfice-risque est nulle, cela veut dire que le niveau de risque est égal au niveau de bénéfice. Très honnêtement, ce cas est très mauvais. Ce que je constate pour avoir essayé cette technique sur pas mal de produits différents, c'est que très souvent, on a un rapport de 1 à 100 ou de 1 à 1000 entre votre niveau de risque résiduel et votre niveau de bénéfice. Ce qui veut dire que vous allez calculer un niveau de bénéfice-risque souvent entre 2 et 3.
Attention, j'insiste, ceci n'est qu'un indicateur, c'est pas uniquement en fonction du niveau du rapport de ce que vous voulez, bénéfice-risque que vous allez calculer, que vous pourrez conclure. Cela ne vous fait qu'une mesure qu'il faudra ensuite comparer par rapport au contexte, comparer aux autres alternatives médicales et comparer aux autres dispositifs disponibles sur le marché. Quelques exemples d'estimation du rapport bénéfice-risque. Les exemples vraiment sont assez caricaturaux, hein, ça a été fait à la louche, et ils sont présentés par ordre croissant. Dans ce premier exemple, c'est une application pour montre connectée qui permet de détecter des arythmies cardiaques. Le problème de cette application, c'est qu'elle est utilisée par énormément de monde et notamment par des gens qui ne souffrent d'aucune pathologie. Donc on se retrouve avec des faibles taux de détection, mais également des taux de faux négatifs et de faux positifs qui sont tout à fait comparables au taux de détection, ce qui fait que, in fine, le rapport bénéfice-risque est plutôt très faible. Autre exemple avec les lève-personnes, ce sont des dispositifs de classe 1 qui permettent le transfert de patients handicapés. Ils sont très utilisés partout en France tous les jours et chaque année il y a des morts. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes fragiles et que le lève-personne peut basculer, peut se rompre, avec à la clé, encore une fois, des décès chaque année. Néanmoins, le rapport bénéfice-risque reste favorable parce que pouvoir déplacer un patient handicapé, cela apporte énormément de bénéfices, ne serait-ce que pour sa vie quotidienne, pour son hygiène, pour ses activités. C'est un niveau de bénéfice très important de pouvoir se déplacer. Un autre exemple pour vous montrer les limites du système, où là sont comparés des implants lisses à des implants texturés. L'écart sur le niveau bénéfice-risque n'est absolument pas significatif. Et dans ce genre de situation, c'est vraiment au patient de décider en fonction des informations qu'on lui donne sur les deux situations et qu'il voit s'il préfère le profil bénéfice-risque des implants lisses ou s'il préfère le profil bénéfice-risque des implants texturés. Un autre exemple assez caricatural, ce sont les intelligences artificielles utilisées pour des diagnostics. Là, c'est caricatural dans le sens où le niveau de bénéfice proclamé est souvent très élevé, avec pourtant des pourcentages qui sont pas déments, des chiffres 95-98% de performance pour une IA, c'est plutôt classique. Et l'autre caractéristique, c'est que les risques de faux négatifs, de faux positifs, par manque de contrôle de la manière dont sont produites les données par ces IA, rendent le niveau de risque assez élevé aussi. Ce qui fait que la balance bénéfice-risque reste favorable. Vraiment, c'est porté par ce niveau de bénéfice dément que sont susceptibles d'apporter les intelligences artificielles. Mais encore une fois, on constate que le niveau de risque, les probabilités plutôt associées au risque des IA sont nettement plus élevées que ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres dispositifs médicaux. Un autre exemple avec les lits médicaux, il y a beaucoup de littérature, la NSM a publié pas mal à ce sujet. Là aussi, l'importance est capitale. Imaginez tout ce qu'on ne pourrait pas faire si on ne pouvait pas aliter des patients dans un hôpital. Et puis, il y a des risques de patients qui chutent, qui se coincent dans les barrières. Néanmoins, les probabilités d'occurrence sont très très faibles. C'est quelque chose qui commence à être bien maîtrisé. Et donc, le rapport bénéfice-risque est plutôt élevé. Dernier exemple, et là vraiment les chiffres sont tombés du chapeau et c'est plus pour illustrer la méthode qu'autre chose, avec un thermomètre utilisé au domicile. Donc c'est pas des cas extrêmes avec, même s'il y a une mauvaise performance du produit, il n'y aurait pas des conséquences démentes. Donc le niveau de risque est assez faible, par contre le niveau de bénéfice est élevé et surtout c'est un produit qui est très bien maîtrisé. Nous avons vu comment estimer les risques, nous avons vu comment estimer les bénéfices, nous avons vu comment estimer le rapport bénéfice-risque. Maintenant, nous allons regarder comment évaluer l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque de votre produit
Et donc cela passe par regarder l'acceptabilité individuelle de chaque risque et regarder l'acceptabilité du risque global pour chaque situation prévue. Accepter un risque à titre individuel, c'est d'abord s'assurer que vous avez tenu compte du contexte technique et donc que les possibilités techniques ont été mises en œuvre en s'arrêtant aux limites techniques que vous avez identifiées. Accepter un risque, c'est également vérifier que vous avez fait votre travail en matière de maîtrise des risques et notamment que vous avez tenté toutes les options de maîtrise, des maîtrises par conception, par protection et ou par information fournie à l'utilisateur. Également, pour accepter un risque à titre individuel, il faut vérifier que l'état de l'art est respecté, que vous avez mis en œuvre les normes applicables, les guides, les recommandations, tout ce que vous avez extrait du contexte technique, réglementaire et normatif qui doit s'appliquer à votre dispositif et qui impacte les exigences sur la sécurité et les performances. Également, vérifier que le niveau de risque de chaque risque est inférieur ou égal à celui d'un dispositif qui utiliserait les mêmes technologies. Et là, l'étude peut aller au-delà du dispositif médical et par exemple vérifier que votre dispositif branché sur le 220 ne sera pas plus dangereux que votre machine à laver. Finalement, il faut s'assurer que le rapport bénéfice-risque pour chaque risque est favorable. Et là, on va le voir tout à l'heure, cela revient à comparer le niveau de risque avec le niveau de bénéfice global pour chaque utilisation. Regarder l'acceptabilité des risques globaux, c'est d'abord s'assurer que les risques à titre individuel ont été acceptés et ensuite de vérifier que le rapport bénéfice-risque est favorable, c'est-à-dire que le niveau de bénéfice global est supérieur au niveau de risque global résiduel. Mais ce n'est pas tout, il faut également que ce rapport bénéfice-risque soit au moins aussi bon que celui d'autres alternatives déjà disponibles sur le marché. L'idée est de ne pas baisser le rapport bénéfice-risque atteignable pour un patient en mettant sur le marché un nouveau dispositif. Enfin, un dernier point, pour accepter les risques d'une situation, il faut avoir planifié la surveillance pour être sûr que cette acceptabilité sera surveillée et qu'elle sera maintenue au cours du temps. Quelque chose de très important, c'est que ces acceptabilités, ce risque global, ce bénéfice-risque global, sont à évaluer sur chaque utilisation prévue. Et là, je vais vous montrer ça avec quelques exemples. L'idée, c'est de partir sur un exemple uniquement avec deux utilisations prévues. Les utilisations proposent des bénéfices. Les bénéfices A et B sont réservés à l'utilisation 1. Le bénéfice C sera atteint dans les deux cas et le D pour l'utilisation 2. C'est pareil pour les risques, avec des risques partagés et des risques propres à chaque utilisation. Du coup, on comprendra bien qu'il y a deux rapports bénéfice-risque qui sont potentiellement différents. Il faut donc valider le bénéfice-risque pour chacune des utilisations prévues. Dans le cas de l'utilisation 1, on l'a vu, il faut d'abord valider l'acceptabilité de chaque risque à titre individuel, c'est-à-dire commencer par le risque A, le comparer à tous les bénéfices, faire la balance et voir si c'est favorable, le faire pour le risque B, puis pour le risque C. Il faut également statuer sur l'acceptabilité globale des risques pour chacune des utilisations. Alors, la première étape, c'est d'estimer les risques qui peuvent réellement se combiner. Dans cet exemple, on dira que le risque B ne peut pas être combiné aux autres. Et pour analyser ça, on regardera la vraisemblance technique, parce que vous avez des risques qui techniquement ne peuvent pas se combiner, tout comme vous aurez des risques qui techniquement auront obligatoirement des occurrences consécutives. Pour voir donc si ces risques sont combinables, vous regardez la vraisemblance technique, mais également les niveaux de probabilité. Si on a le risque A qui a une chance sur 10 000 et le risque B qui a une chance sur 1 million, à moins que les risques ne soient liés, vous vous retrouverez avec une chance sur
10 000 millions d'avoir le risque A et le risque B. C'est tellement faible que ce n'est pas la peine de considérer cette configuration pour l'acceptabilité globale des risques. Donc vous faites le ménage, vous regardez les risques qui sont vraisemblables et vous comparez le niveau global de risque avec le niveau global de bénéfice. Attention lors de vos analyses à tenir compte des cas extrêmes. Pour illustrer ça, je vais utiliser un exemple assez simple avec un bénéfice qui aura une probabilité d'occurrence de 98% et deux risques, un avec 1% de chance et l'autre avec une probabilité de 1 pour 1000. En fait, avec ces chiffres, on se retrouve avec 4 situations différentes. Une première situation où le patient ne sera soumis qu'à des bénéfices. C'est vraiment l'utilisation telle que vous l'avez prévue. Un autre cas de figure, c'est là où le patient ne sera soumis ni aux bénéfices ni aux risques. On est dans les 2% de chance de ne pas avoir de bénéfices et dans les quasiment 99% de chances de ne pas avoir de risque. Tout ça combiné, ça vous fait un 98% de chance de n'être soumis ni aux bénéfices ni aux risques. Autre cas, là où le patient sera soumis et à des bénéfices et à des risques, et finalement un dernier cas extrême où le patient n'est soumis qu'aux risques. Cela fait des situations très différentes. Une première où le rapport bénéfice-risque est virtuellement infini, puisque le patient n'est soumis qu'aux bénéfices et pas aux risques. Cette situation ne pose pas de problème et la balance bénéfice-risque est évidemment favorable. Dans le cas où il ne se passe rien, c'est-à-dire le patient n'est soumis ni aux bénéfices ni aux risques, là, a priori, la situation est acceptable vu que dans votre analyse des risques, vous êtes censé avoir identifié des risques associés à la non-présence de bénéfices. Et là, dans cet exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas de risque associé à la non-présence de bénéfices. Donc on est dans un cas où il ne se passe rien et au pire, le patient sera traité, diagnostiqué, pris en charge un petit peu plus tard. Un cas plus compliqué, c'est celui où le patient est exposé et à des bénéfices et à des risques, et tout le travail d'évaluation et d'estimation du rapport bénéfice-risque vous fait tomber dans cette situation. Et le dernier cas, c'est le cas le plus compliqué, là où il n'y a pas de bénéfice proposé. Donc vraiment, on a un rapport bénéfice-risque nul. La plupart du temps, en fonction des probabilités d'obtention des bénéfices et de risques, la plupart du temps, cette situation aura une probabilité très faible, mais il faut identifier et quantifier ces situations pour juger de l'impact et pour avoir ça en tête au moment où vous allez conclure sur l'acceptabilité de la balance bénéfice-risque. Et là, on va voir que ce cas de figure, même s'il est très peu probable, donc même s'il est très peu probable de n'avoir que des risques et zéro bénéfice, ce cas de figure est susceptible d'arriver, et d'autant plus si vous considérez les choses à l'échelle d'une population de patients. Voir les choses à l'échelle d'une population de patients, c'est se rappeler que vous, en tant que fabricant, vous aurez de nombreux utilisateurs. Et plus vous aurez d'utilisateurs, plus l'occurrence d'un risque sera probable, l'occurrence d'un risque pour vous, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une fois un risque à l'échelle de tous les patients qui utilisent votre dispositif. Cette probabilité peut se calculer et en fait, la probabilité d'être soumis à un risque est d'autant plus grande que le nombre de patients augmente. Pour s'en convaincre, un exemple assez simple où un risque est porté par une probabilité de 1 pour 1000 et on se rend compte que lorsque le nombre d'utilisateurs augmente, la probabilité que le fabricant soit confronté au moins une fois au risque devient quasiment certaine, arrivée à quelques milliers d'utilisateurs. Alors attention, là c'est mathématique, notez qu'une probabilité de risque de 1 pour 1000 ne veut pas dire qu'arrivé à 1000 utilisations de votre produit, forcément le risque sera arrivé.
C'est des maths un petit peu tordus, mais sachez que dans cet exemple, arrivé à 1000 utilisations du produit avec la stat de 1 pour 1000, on se retrouve avec un petit peu plus de 60% de chance d'être certain d'avoir été soumis au dommage. Tout ceci vous permet, lors de la définition de votre dispositif, lors de votre analyse des risques, et après avoir défini le nombre d'utilisateurs que vous visez pour toute la durée de commercialisation de votre produit, donc après avoir fait tout ce boulot, vous pourrez estimer si vous, en tant qu'entreprise, vous serez confronté à des risques qui auront vraiment impacté des patients et si vous devrez gérer des situations plus ou moins complexes. Finalement, nous avons réussi à évaluer des niveaux de risque, des niveaux de bénéfices, à évaluer un rapport bénéfice-risque. On a identifié des situations extrêmes. Vous avez tenu compte des solutions alternatives, du contexte général. Vous avez identifié vos incertitudes. Il est temps de conclure. La conclusion portera sur l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque. À l'issue de cette analyse, l'idée est de lister tous les éléments favorables, les éléments défavorables, de conclure, tout en exprimant éventuellement certaines limitations, certains sous-groupes qui seront sujets au produit. À la fin de cette analyse, vraiment l'important, c'est d'être clair sur vos incertitudes, c'est-à-dire pas de lever vos incertitudes, mais de les identifier, parce que ce seront autant d'éléments qui vous permettront de définir la surveillance que vous allez mettre en œuvre. Si l'on regarde plus en détail une évaluation du bénéfice-risque, d'abord cela consiste à identifier les personnes qui seront présentes pour cette évaluation de l'acceptabilité. Potentiellement, cela peut mobiliser des personnes externes, des patients, des professionnels de santé, des représentants d'associations, des scientifiques, un petit peu de tout. Cela demande de tenir compte du contexte. Encore une fois, une balance bénéfice-risque, ce n'est pas absolu. C'est en fonction d'un contexte, donc le contexte médical, les solutions alternatives, le contexte technique, les avis des autorités, les attentes des patients, etc., etc. Pour évaluer l'acceptabilité, vous tenez compte de toutes les estimations que vous avez faites dans le cadre de l'analyse des risques, de l'analyse des bénéfices et de l'analyse du bénéfice-risque. Et finalement, j'insisterai sur l'utilisation de moyens adaptés pour représenter toutes ces données. On le précisera tout à l'heure, mais vous comprendrez bien que toutes ces données sont complexes, sont nombreuses, sont hétérogènes, et que pour faire une évaluation de l'acceptabilité, l'idée ce n'est pas de partir d'une douzaine de documents Word qu'il faudra parcourir durant l'analyse, mais plutôt de partir sur des données qui auront déjà été résumées et surtout présentées de sorte à ce qu'elles soient compréhensibles. Finalement, vous tiendrez compte des incertitudes que vous avez identifiées lors des précédentes analyses et pour des cas assez particuliers, des éventuelles évolutions qui pourraient être associées au temps, évolutions en matière de risque pour le patient ou de bénéfices. On a des cas par exemple où le bénéfice diminue avec le temps et donc la balance bénéfice-risque diminue avec le temps. Toutes ces données vous permettent de conclure. Conclure sur l'acceptabilité, est-ce que le bénéfice-risque est acceptable ou pas. Ensuite, de tout ce travail d'analyse, vous allez conclure sur les besoins en information à fournir à l'utilisateur pour qu'il puisse se forger une opinion. Là, vous venez juste de vous forger une opinion. Vous savez ce qui est important, vous savez ce qui doit être expliqué, vous savez ce qu'il faudra mettre dans les informations. Dans des cas qui le nécessitent, à l'issue de l'évaluation, vous pouvez être emmené de décider une communication active autour de la balance bénéfice-risque de votre produit, communiquer auprès des professionnels, des utilisateurs, des patients ou des autorités. Évidemment, c'est réservé à des cas où la balance bénéfice-risque est un peu faible et où, dans les cas où les risques sont très élevés.
Et finalement, je l'ai évoqué déjà pas mal de fois, les conclusions de cette évaluation de l'acceptabilité sont l'occasion de définir des choses à suivre après commercialisation, soit pour lever certains doutes, soit parce que les points sont particulièrement sensibles et méritent d'être mis à jour dès obtention de nouvelles données. J'évoquerai également certains cas difficiles dont il faut tenir compte lors de l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Le premier, c'est pas vraiment un cas difficile, c'est plutôt un cas particulier, celui des investigations cliniques, où le contexte n'est pas du tout le même que celui d'après-commercialisation, donc le rapport bénéfice-risque ne sera pas le même que celui du produit final. Dans une investigation clinique, généralement, on est moins certain des bénéfices, on est moins certain de la maîtrise des risques qu'après marquage CE. Néanmoins, le patient est plus encadré. Et puis pour faire avaler la pilule du bénéfice-risque pour les investigations, il faut comparer les risques pour les patients avec les bénéfices pour le patient, plus les bénéfices que les autres patients seront susceptibles plus tard d'obtenir grâce au produit. D'autres cas difficiles, un produit innovant avec son lot d'incertitudes, les femmes enceintes, où là, en fait, vous avez deux patients avec des bénéfices possiblement pour les deux et des risques possiblement pour les deux. Donc on peut imaginer une double évaluation du bénéfice-risque pour la mère et pour son enfant. Le cas des enfants est difficile parce que c'est pas l'enfant qui va décider. Enfin, ça dépend pas mal de son âge, mais tant qu'il n'est pas majeur, il ne décide pas. Il n'est pas susceptible de comprendre toutes les informations. Donc là, il faudra prendre en compte les parents. C'est également un petit peu la même situation pour les patients incapables, le dernier exemple de la liste, où là, il faudra tenir compte des tuteurs. Une astuce pour les patients incapables, ce serait éventuellement d'identifier leur opinion avant qu'ils soient incapables. Là, c'est le cas si votre produit est destiné à des patients dont on connaît l'évolution de l'état de santé. On sait qu'un jour ils seront incapables. L'idée, c'est de leur parler du bénéfice-risque avant qu'ils soient incapables. Donc vous attrapez un groupe représentatif des patients, vous leur présentez la situation, parce que le jour où ils seront dans le coma, vous ne pourrez plus leur poser de questions. D'autres cas plus particuliers, quand il y a une grande population de patients, parce que plus vous aurez de patients et plus vous serez susceptible d'avoir des occurrences et risques. Et finalement, un cas un petit peu irrationnel, dès que des problèmes sont très médiatisés, évidemment, la balance bénéfice-risque est beaucoup plus dure à manipuler et à percevoir. Concernant les informations à fournir au patient, vraiment l'objectif c'est de lui donner des éléments pour qu'il puisse se forger une opinion en matière d'acceptabilité du bénéfice-risque de votre produit. Dans ces informations, on aura des messages clés qui porteront sur un résumé des risques, un résumé des bénéfices et un résumé de vos conclusions. Également, vous devez exprimer dans vos informations les éventuelles incertitudes que vous avez pour en faire part au patient, qui est vraiment le premier concerné. Attention à la forme utilisée dans les informations, utilisez des moyens de visualisation assez clairs et attention dès que vous utilisez des chiffres et surtout des probabilités à ne pas mélanger les échelles et les unités et à garder quelque chose d'homogène et de compréhensible pendant tout le document. Dernier point, il sera de bon ton de mettre une possibilité de contacter le fabricant pour avoir plus d'informations si le patient en a besoin pour pouvoir se forger son opinion. Évidemment, ces informations sont extrêmement critiques et que ce soit dans leur conception ou dans la validation de leur efficacité, tout ceci sera à traiter dans le cadre de l'aptitude à l'utilisation selon la norme IEC 62366-1. Attention au cas où vous n'aurez pas la possibilité de fournir directement des informations aux patients. Là, vous fournissez des informations au professionnel de santé qui, lui, devra les expliquer aux patients.
Donc là, il faut imaginer des informations pour qu'elles soient comprises par une personne, pour que cette personne puisse ensuite les faire comprendre à une autre personne. Ça peut être très compliqué, et là aussi, c'est quelque chose à mouliner dans votre aptitude à l'utilisation. Quelques détails sur la visualisation des données. J'ai utilisé dans cette présentation une méthode qui m'est propre, la méthode avec une échelle log-log. Il y a néanmoins beaucoup d'autres méthodes. Une méthode extrêmement classique utilisée par la FDA notamment, c'est de présenter les données sur les bénéfices risques et les risques dans un tableau. On identifie d'abord les bénéfices, puis les risques, ils sont décrits et ensuite l'idée c'est de présenter des valeurs et c'est vraiment un tableau de comparaison où vous pouvez comparer votre produit à un autre, un médicament à un placebo, etc. etc. La dernière colonne est réservée pour lister les références qui apportent les preuves de ce que vous racontez. Autre moyen de visualisation par arbre, on part d'un dispositif médical qui a X% de chances d'apporter des bénéfices et X% de chances d'apporter des risques. Les bénéfices, on aura X% de chances d'avoir soit A, soit le bénéfice B, excusez-moi. Chaque bénéfice et chaque risque sont ensuite décomposés autant que nécessaire. Et finalement, tout ça, ça vous permet de visualiser les différents scénarios et de calculer les probabilités, sachant que pour aller de gauche à droite, vous devez faire le produit de toutes les probabilités pour connaître la probabilité globale. Autre méthode, la forêt de points, très utilisée en pharmacie. Cette technique est utilisée dans le cadre de comparaison. Donc en fait, on reporte des écarts de valeur entre deux dispositifs. Si mes chiffres sont à gauche de l'axe désordonné, ça veut dire que la valeur est plus grande pour le dispositif référent que pour mon dispositif. Par contre, si les valeurs sont à droite, ça veut dire qu'elles sont plus grandes pour mon dispositif que pour le dispositif référent. Donc sur ce genre de représentation, on aimera avoir les bénéfices à droite, ça veut dire que notre produit a des meilleurs bénéfices, et les risques à gauche, ça veut dire que notre produit a des risques plus faibles. Le point au milieu représente la valeur moyenne et on peut utiliser des bandes autour pour représenter soit l'écart autour de la valeur moyenne, l'écart type, le min et le max, en fait, ce que vous voulez. Un autre moyen de visualisation consiste à utiliser un histogramme. Cet histogramme représente les différents profils de bénéfices-risques pour la population de patients et cela représente également l'évolution dans le temps. Par exemple, au début, nous avions 90% des patients qui étaient soumis uniquement aux bénéfices. Au bout de 2 ans, cette valeur passe à 40%. D'autres situations sont exprimées, les cas où les patients sont soumis et aux bénéfices et aux risques, les cas où les patients sont uniquement soumis à des risques, les cas où il ne se passe rien et également le cas particulier qui exprime le décès des patients. Dernier exemple, sûrement le plus simple, c'est d'utiliser des infographies. Et là, c'est certainement un moyen de présentation pertinent pour des patients non professionnels. Nous allons conclure cette formation en évoquant les activités de surveillance après commercialisation. Après tout le travail que vous aurez fait pour la gestion du rapport bénéfice-risque, vous vous retrouverez avec énormément de données et ces données sont potentiellement à surveiller après commercialisation. C'est toutes les données qui vous ont servi à définir le contexte, donc le contexte médical, le contexte technique, mais aussi le contexte qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain avant que je mette mon produit sur le marché. Ensuite, vous serez emmené à surveiller toutes les données clés, les données qui auront alimenté votre réflexion pour pouvoir conclure sur la balance bénéfice-risque. Et évidemment, ces données clés vont concerner les risques et les bénéfices clés. Ce sont vraiment, encore une fois, les risques et les bénéfices qui influent sur la balance bénéfice-risque, dans le sens où ils ont un niveau supérieur aux autres, et c'est vraiment eux qui définissent la valeur de la balance bénéfice-risque.
Finalement, toutes les incertitudes que vous aurez identifiées pendant vos estimations et pendant vos évaluations, ces incertitudes sont à injecter dans votre surveillance pour, par la suite, pouvoir les lever avec des données qui sont issues du terrain. Pour collecter et recevoir ces données, deux processus sont disponibles dans votre système. Ce sont des processus demandés par le règlement 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux. Cela commence par la SAC, la surveillance après commercialisation. La SAC qui a vocation à récupérer des données d'ordre général pour démontrer que la sécurité et la performance du dispositif sont toujours maintenues après commercialisation. Et vous aurez également le SCAC, le suivi clinique après commercialisation, qui lui est une sous-partie de la surveillance après commercialisation. C'est également une sous-partie de l'évaluation clinique et l'idée c'est de mettre à jour les données cliniques, de mettre à jour les choses qu'on a déjà estimées et de tenir compte des nouvelles données cliniques qui vont arriver après commercialisation du dispositif. Un point un petit peu technique maintenant sur la surveillance, en écho avec une des exigences du règlement qui vous demande de suivre le nombre de dispositifs sur le marché. Je voudrais vous montrer en quoi c'est nécessaire de se faire une idée très précise du nombre actuellement en utilisation de dispositifs sur le marché et de bien connaître l'historique des mis sur le marché et des utilisations. En fait, tout ça, ça va vous permettre de mettre à jour les estimations de fréquence d'occurrence des risques et des bénéfices en ayant vraiment un chiffre sous la main pour pouvoir sortir des valeurs qui soient réellement représentatives. Je vais vous illustrer tout ça. D'abord sur le besoin de tenir compte et de l'historique des mises sur le marché et de la durée de vie du dispositif. Dans cet exemple, je commence par mettre sur le marché 10 produits. J'ai donc 10 dispositifs. Un petit peu plus tard, j'en rajoute 20. Je me retrouve avec 30 produits. Là, jusqu'à présent, jusqu'ici, c'est pas difficile. Il suffit d'additionner le nombre de DM qu'on aura commercialisé. Mais si je commence à tenir compte de la durée de vie, arrivé à la fin de la durée de vie du premier lot mis sur le marché, je n'ai plus que 20 produits. Ce qui fait que la prochaine fois où j'en mettrai 8, je me retrouverai à 28 et pas à 38 parce que j'ai tenu compte de la durée de vie de mes dispositifs qui maintenant ne sont plus utilisés. La fréquence de recours au dispositif, c'est quelque chose que je vous invite à estimer. C'est une valeur moyenne et cette valeur va dire tous les jours un dispositif est utilisé X fois. Alors ça, on va voir que c'est nécessaire de l'évaluer et de le suivre pour mettre à jour les probabilités que vous suivez. Dans cet exemple, j'avais mis à t égale 0 10 dispositifs sur le marché. Si je l'utilise 10 fois par jour, au bout de 10 jours, j'aurais eu 100 recours cumulés à mon dispositif. Évidemment, ce recours cumulé augmente d'autant plus vite qu'il y a de dispositifs sur le marché. Là, j'en ai 30, la pente est 3 fois plus raide. Elle s'adoucit un petit peu et puis elle remonte. Cette valeur cumulée, évidemment, c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Suivre le nombre de recours cumulés au dispositif, si on l'associe à un autre paramètre, cela nous permet d'évaluer la maturité de l'utilisation de notre produit. Cet autre paramètre, en fait, c'est le nombre de recours total final que vous avez planifié, c'est-à-dire vous avez prévu de vendre 100 dispositifs, vous savez que chaque dispositif sera utilisé 10 fois dans sa vie. Finalement, on s'attend en fin d'utilisation du produit, en fin d'utilisation commerciale, d'avoir eu 1000 recours au dispositif. Donc le nombre de recours prévu final est égal au nombre de dispositifs que vous prévoyez de vendre multiplié par le recours moyen pour chaque dispositif. La maturité, c'est en fait comparer le nombre de recours cumulés au nombre de recours cumulés final.
Et là, on se rend compte que dans notre situation, on est à 60% de toute l'historique que l'on aura à la fin de la commercialisation du produit. Illustrons maintenant l'importance de suivre le recours cumulé de vos dispositifs avec le suivi d'une probabilité d'incident. Dans cet exemple, j'ai eu pas mal de recours au dispositif sans avoir d'incident, donc la probabilité depuis le début était nulle, jusqu'au jour où l'incident arrive. Du coup, la probabilité d'avoir un incident devient non nulle. Cette probabilité se calcule en divisant le nombre d'occurrences de l'incident par le nombre de recours cumulés. Ici, je n'ai eu qu'une seule occurrence, donc P est égal à 1 sur le nombre de recours cumulés le jour de l'incident. Évidemment, cette probabilité va diminuer avec le temps si je n'ai pas d'autres occurrences de cet incident. C'est une décroissance en 1 sur x. Et évidemment, plus j'aurai de dispositifs sur le terrain sans avoir d'incident, et plus la probabilité d'avoir l'incident va diminuer rapidement. Et pour conclure, je voudrais vous rappeler que la gestion du rapport bénéfice-risque, c'est avant tout d'abord de définir un contexte médical, un contexte technique, un contexte qui tient compte des solutions alternatives pour les patients ainsi que des dispositifs concurrents. La gestion du rapport bénéfice-risque nécessite de mener une analyse des risques, une analyse des bénéfices pour pouvoir estimer le rapport bénéfice-risque. Et du résultat de ces estimations et en tenant compte de l'opinion patient, vous pourrez évaluer l'acceptabilité du rapport bénéfice-risque. Les informations importantes issues de vos conclusions doivent être retrouvées dans les informations fournies destinées à forger l'opinion du patient. Et enfin, tout ce travail doit être surveillé et mis à jour dans le cadre de vos activités de surveillance. Je vous rappellerai pour finir qu'il est primordial d'intégrer ces activités aux processus déjà existants dans votre entreprise, à savoir la gestion des risques, l'évaluation clinique et la surveillance après commercialisation. Il est également très important d'avoir une approche par les risques. Il est en effet hors de question d'appliquer tout ce qui est possible à des dispositifs très peu risqués et qui présentent très peu d'incertitudes. Finalement, cela va vous obliger à développer quelques techniques d'analyse pour pouvoir, à partir des conclusions de la gestion des risques et de l'évaluation clinique, pouvoir conclure sur l'acceptabilité du BR. Et finalement, n'oubliez pas que tout ceci est fait en pensant aux patients. La question vous est posée à vous, acceptez-vous le rapport bénéfice-risque, mais vous répondez au nom du patient, et d'où l'importance absolument primordiale de tenir compte de son opinion. Ceci conclut cette formation sur la gestion du rapport bénéfice-risque des dispositifs médicaux. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Qualitiso pour de nouvelles formations. À très bientôt.